j'aurais bien aimé qu'on aborde le sujet de la chronicication. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Moi, justement, Corinne, vous qui êtes patiente pour le coup, atteinte d'une maladie chronique, qu'est-ce que vous évoque ce débat sur l'analyse des besoins dans la temporalité de la maladie, finalement? Alors, on a pas mal, on a même beaucoup travaillé au niveau de notre association, mais attention, on mène aussi un travail totalement interassociatif et on réfléchit à ça. Et finalement, l'accompagnement, il est proposé plus en fonction des possibilités offertes par les soignants, par les programmes. Ce qu'on connaît, nous, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, un véritable gros mot, ou en tous les cas plusieurs gros mots, mais qui globalement, nous, on a choisi de l'appeler accompagnement, et pas nécessairement dans la temporalité du patient lui-même. Dans les besoins, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de besoins d'information qui sont non remplis et qui très souvent sont remplis par les associations. Des besoins d'écoute, des besoins de compréhension et de prise en charge de l'impact de la maladie dans toutes les dimensions, mais aussi des compréhensions de l'accès au parcours de soins. Ça paraît complètement idiot de dire ça, et pourtant, nombre de patients sont complètement perdus et démunis, et pas seulement parce qu'ils ne parleraient pas la langue comme on voudrait nous faire croire, parce qu'ils seraient dans des situations précaires, mais c'est parce que c'est extrêmement compliqué. Vous venez de l'évoquer juste avant, mais c'est extrêmement compliqué de savoir à qui s'adresser, parce que comme on travaille en silo, finalement, il va falloir aller à chaque porte et on a l'impression d'être renvoyé d'un guichet à l'autre. Il y a évidemment tout cet accompagnement au-delà du soin, l'accompagnement des proches. Alors, on a beaucoup travaillé côté Facron RCH parce qu'on a un malade sur 5 qui est pédiatrique. Donc, globalement, on a beaucoup de programmes d'accompagnement à faire en pédiatrie, et dans la pédiatrie, il y a aussi la place du proche, la place du parent, la relation qui fonctionne à 3. Et quand on va devenir ado, puis jeune adulte, il va falloir apprendre à créer une relation à 2 avec son soignant. Et là, parfois, le proche se sent totalement exclu. Et en même temps, le jeune adulte peut être totalement démuni parce qu'il ne connaît pas encore le fonctionnement à 3. Donc, c'est toutes ces dimensions. Et le premier besoin, et c'est pour ça que je le mets en dernier, en fait, c'est le partage d'expériences avec d'autres personnes malades, atteintes de la maladie, vivant avec une maladie, que ça soit celle-là ou une autre, mais qui vivent avec. Et ce vivre avec, c'est certainement le besoin le plus important pour les patients, d'être à un moment confrontés à quelqu'un qui parle le même langage, qui, entre guillemets, leur ressemble. Encore une fois, c'est pas pour faire un comparatif de la gravité, de la sévérité, de l'évolution de la maladie, mais ce besoin d'identification avec un autre patient, de voir comment il le vit, comment ça se passe pour lui, et peut-être de s'inspirer du parcours. Et c'est à travers ces besoins-là qu'on peut construire des programmes, je dirais, d'accompagnement. Et le paradoxe, c'est que les programmes, ils sont pré-construits avant même d'avoir rencontré le patient et ses besoins. Et c'est ça qui est complètement fou, et on aimerait finalement arriver à faire mieux. Donc c'est pas une critique de ce qui se passe, c'est un constat de ce qui se passe. Et c'est peut-être là où les associations, avec les patients experts qu'elles auront formés pour être en capacité d'accompagner dans un travail pluridisciplinaire et évidemment en complémentarité avec les soignants, pas question de s'accaparer ou de devenir soignant à la place des soignants, mais de partager du vivre avec, de l'expérience et du coup de l'expertise. Moi, pour ma part, je ne parle jamais de moi dans les programmes d'accompagnement. Néanmoins, je suis souvent identifiée comme étant soit malade, soit proche de malade, mais à aucun moment je ne suis amenée à parler de mon histoire, de la façon dont je vis avec la maladie. Par contre, je suis là pour accompagner avec tout ce que j'ai engrangé d'expérience et d'écoute de malades, de proches de malades, qui donc me donnent des pistes. Donc c'est vraiment, je pense, ça la temporalité du patient, c'est au lieu de préconstruire des programmes et de dire on va faire comme ça à tel moment, globalement on a 3 points d'entrée sur les programmes d'ETP. Le premier, c'est juste derrière le diagnostic, ce qui n'est pas nécessairement le moment le plus favorable parce que ça vient de tomber dessus, le patient n'a pas digéré, il est pas nécessairement dans une envie d'écoute et puis finalement parfois il a déjà fermé les oreilles. C'est au moment de la chirurgie parce que la chirurgie dans les MICI, c'est souvent l'astomie, donc la pose d'une poche. Et donc du coup, on se dit que nécessairement avec une représentation qu'on peut avoir,
c'est un moment hyper grave. Donc là, on propose, sauf que finalement, ça va être très orienté technique et beaucoup moins accompagnement et vivre avec une stomie. Et le troisième point, c'est les changements de traitement. Mais vous voyez, ça part pas du tout parce que c'est construit comme ça ne part pas du tout du moment où le patient peut en avoir besoin. Et le dernier point qui me paraît crucial, en tous les cas du côté des malades, c'est que c'est un peu le coup de bol. C'est-à-dire, vous êtes suivi dans l'endroit où il y a des programmes d'accompagnement, vous avez de la chance. Vous êtes en libéral, il y a rien. Et vous êtes dans une petite structure avec peut-être moins de patients Mickey, il n'y a rien non plus. Et c'est là où, franchement, le tissu associatif, me semble-t-il, est extrêmement important pour pallier justement au manque et pouvoir proposer quelque chose. Et en conclusion, je dirais que le cadre, il faut vraiment savoir inventer dedans. Nous, on a inventé tout ce qui est e-accompagnement. On était prêts bien avant le Covid. Et on nous avait dit, non, l'e-accompagnement, on n'est pas en face à face, ça fonctionne pas et tout. Finalement, le Covid nous a permis de mettre en place directement, tout de suite, le programme d'e-accompagnement. Et moi, je peux, chiffre à l'appui, dire que ça fonctionne et qu'il y a des listes d'attente permanentes. Parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès, qui peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de centre, voilà. Merci beaucoup, Corinne. Avant de voir si on a dans les dispositifs actuels cette agilité que vous réclamez et qui est nécessaire, évidemment. Moi, je suis très sensible à cet aspect de partage et c'est vrai que c'est alors je connais beaucoup mieux le cancer que les pathologies digestives, mais je vois que les enfants, notamment atteints de cette maladie, ont à chaque fois une réclamation prioritaire et vraiment impérieuse, c'est que de cette maladie, on n'a personne à qui en parler. Voilà. Et il y a aujourd'hui vraiment, à peu près que les pères. Évidemment, outre une consultation épisodique de psy, mais qui est vraiment très très difficile à organiser et à aller chercher. Mais l'effet du partage à peine supervisé avec les pairs, en tout cas, correspond à un besoin, à une expression extrêmement forte de ces enfants. Encore une fois, je veux pas généraliser, je sais pas si ça s'applique aux victimes d'attentats ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, je vois, et ça, je pense que c'est un travail évidemment associatif, qui est pas forcément extrêmement compliqué, qui n'a pas beaucoup d'évolution de réglementation et de moyens. Isabelle. Oui, alors sur la question des besoins des victimes et de manière plus large, me concernant sous le prisme de l'aide aux victimes. Alors au préalable, quelque chose qui peut paraître somme toute assez banal entre guillemets, mais qui me paraît important, un besoin fondamental pour toute victime et particulièrement s'agissant des victimes d'actes de terrorisme, c'est celui de l'écoute et de la prise en considération. C'est vraiment quelque chose d'important, d'essentiel même. On a évoqué à plusieurs reprises le caractère crucial du premier contact pour instaurer ce lien de confiance qui va ensuite permettre de guider et d'assurer un accompagnement le plus optimal possible. Et bien dès lors, donc ça passe par cette qualité du premier entretien avec la victime. S'agissant ensuite donc des besoins de manière plus générique, j'ai relevé et sous inspiration directe européenne et plus particulièrement de la directive victime du 25 octobre 2012. Je la mentionne parce que Françoise était aussi très impliquée sur ces questions européennes, donc ça fait d'autant plus sens pour moi de l'évoquer. Sur la base de cette directive, on remarque finalement une forme de pyramide des besoins des victimes, un socle général, et plus on monte, plus des besoins spécifiques à certaines victimologies particulières. Sur les besoins généraux, tout d'abord, on en a 5 grandes catégories qui sont énoncées par ces directives victimes. On a tout d'abord le besoin à un traitement respectueux et un besoin de reconnaissance en tant que victime. On a aussi tout ce qui concerne l'accès au soutien, aux différents services d'aide, à l'aide aux victimes, aux professionnels, quels qu'ils soient. On a également ce besoin pour les victimes d'accès à la justice, un besoin aussi à la protection contre tout ce qui a trait à la victimisation secondaire et répétée, également contre les risques d'intimidation et de représailles. Et enfin, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises aussi, ce besoin pour les victimes à l'indemnisation et à la restauration. Tel est le socle général posé. Et ensuite, plus on monte entre guillemets et plus on a des droits et des besoins plus ciblés. Donc on a ensuite les besoins
besoins pour certains groupes de victimes, donc parmi lesquels effectivement donc les victimes d'actes de terrorisme, et pour finir au sommet de cette pyramide tout ce qui va concerner là les besoins individuels de chaque personne selon les caractéristiques personnelles de la victime, sa situation particulière, et là ce qui met en exergue ce besoin d'accompagnement individualisé de chaque personne victime avec une adaptabilité essentielle dans l'accompagnement qui est proposé. Nous en tout cas c'est ce que on s'attache à faire largement donc dans les associations France Victimes, adapter la prise en charge à chaque personne via donc un aspect pluridisciplinaire proposé dans cette prise en charge, et veiller aussi à pouvoir être présent dans la durée pour les victimes. Trop souvent, en effet, peu de temps après l'attentat, beaucoup de professionnels, de personnes sont présents pour offrir cet accompagnement aux victimes, et plus le temps passe et plus cette offre a tendance à se raréfier, et on peut entendre finalement plusieurs mois, plusieurs années même après l'attentat des victimes qui sont en situation d'abandon, de non prise en charge, d'où l'importance donc de travailler cet accompagnement dans la durée. Et ça rejoint une dernière idée essentielle qui est celle de l'aller vers les victimes. C'est la proactivité. Ne pas attendre, entre guillemets, qu'une victime se manifeste auprès d'une association ou d'un autre professionnel parce que pour une raison ou une autre, elle peut ne pas le faire. Par crainte, par pudeur, par méconnaissance aussi de ces différents services d'aide. D'où l'importance donc de pouvoir, nous professionnels, avoir ce premier pas pour proposer cette aide et cet accompagnement. Ça nous est permis, pour les associations agréées du ministère de la Justice que nous sommes, d'avoir cette démarche sur mandat du ministère de la Justice, ce qui légitime notre intervention, et ce qui, je pense, peut rendre plus confortable, entre guillemets, et plus facile cet accès à l'accompagnement. Merci beaucoup Isabelle, intarissable sur le sujet. Bon, on va manquer de temps. Je voudrais qu'on en fasse une conclusion. Il y avait des éléments extrêmement forts dans les éléments de proposition, et qui ont attrait à cette histoire de lien qui se forme entre la victime et les gens qui l'entourent, ou le patient et ses thérapeutes. Et Jean-Marc, je me retourne vers vous sur vous avez beaucoup évoqué le sujet de l'alliance et du rôle fondamental précisément, et qui interroge aussi la pérennité. Quand est-ce que la personne se sent ou est réellement toujours dans un lien thérapeutique, même s'il n'est pas actif, extrêmement fréquent. Enfin, je pense qu'il y a un sujet vraiment important, mais malheureusement en 2 minutes. Et Corinne, du coup, si vous voulez bien enchaîner sur ce sujet-là et la place que vous ressentez, parce que un lien, ça peut être un lien de subordination, ça peut être un lien de co-construction, ça peut être ça peut vouloir dire beaucoup de choses, cette alliance. Je sais que vous avez des choses à dire sur le sujet. Merci. Alors, en très peu de temps, l'acte, c'est une déstructuration temporelle, une destruction de l'espace, de l'humanité, du psychisme, et tout ce qu'on va mettre en place, ça va être d'essayer de restructurer le temps, l'espace, la temporalité, que les gens reviennent à une dynamique humaine. Et comment on revient à une dynamique humaine? Eh ben, c'est en leur faisant part qui font partie de cette humanité dont ils ont le sentiment qu'ils ont été exclus. Que ce soit les victimes de viol, que ce soit les victimes d'attentats, que ce soit parfois des victimes d'accidents, qui sont là en train d'attendre, etc. Et donc, comment redonner cette humanité? Moi, j'apprenais quand j'étais sapeur-pompier au tout venant, quand on est témoin d'un accident, 1, on donne l'alerte, et 2, on va tenir la main et on parle. Et très souvent, les gens, quand ils sortent de réa ou je sais pas quoi, ils se souviennent pas des pompiers, des machins, mais ils se souviennent de ce type ou cette nana, je sais pas qui c'est, mais elle m'a tenu la main, elle m'a parlé. Et ça, c'est la continuité de l'humain. Et la continuité de l'humain, et nous, on doit être dans cette continuité de la continuité de l'humain, par l'alliance, la confiance. On a vu l'importance de la confiance. Et moi, je pense que vous parliez de pérennité d'accompagnement. C'est une pérennité d'accompagnement par un professionnel pérenne. C'est-à-dire que c'est lui ou elle. Ça va pas changer tous les 3 jours, parce que les 3/4 du temps, ça change. Mais voilà, on essaye cette pérennité d'accompagnement par le professionnel. Bien sûr, pour les enfants adaptés au rythme, les gens qui ont des maladies chroniques, on sait bien qu'ils arrêtent et puis qu'ils reprennent et qu'ils arrêtent. On va pas les forcer, mais on va être proactif, comme vous dites. On va être actif, c'est-à-dire qu'on va les rappeler, on va dire on est là, on va en parler. Moi, en réa, on avait ces diabétiques qui revenaient très régulièrement en coma hypoglycémique, en coma hyperosmolaire, etc. Jusqu'au moment où l'accompagnement humain, et pourtant c'est de la réa, a abouti à l'acceptation du diabète, etc. Et je pense que l'acceptation de la maladie
et de vivre avec la maladie, y compris le psychotrauma, c'est déjà un pas important vers une guérison. Je rappelle que la guérison, c'est le retour à l'état antérieur. On ne revient jamais à l'état antérieur, sauf pour une angine. C'est-à-dire, j'ai eu une angine, une semaine après, j'ai plus d'angine, l'état antérieur était pas loin. Mais autrement, pour le reste, on revient jamais à l'état antérieur, donc on ne guérit jamais, en fait, de n'importe quoi. Merci beaucoup Jean-Marc. Les patients, pour finir. Peut-être pour compléter, c'est peut-être ce qu'on essaye d'établir à travers la Fédération Alter sur les acteurs du rétablissement. Vous parliez d'une pérennité de l'accompagnement. Donc oui, c'est quelqu'un qui pourrait accompagner au long cours, évidemment formé, évidemment au sein d'une équipe et avec des débriefings de l'équipe. Donc pas les patients alibi ou les patients experts alibi qui restent des grumeaux de la pâte à crêpes, si je peux le dire comme ça, mais vraiment quelque chose qui se fait ensemble. Je crois que ce qui est aussi important dans cette réflexion, c'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se proclament en capacité d'accompagner. Et finalement, on a, je veux dire, des gourous ou des personnes sans aucun diplôme. Mais quand on est perdu, quand on se sent abandonné, quand on est très vulnérable ou même vulnérable tout court, on peut être soumis à la tentation de se tourner vers tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a aussi du n'importe quoi. Et peut-être qu'en réfléchissant ensemble à des parcours d'accompagnement plus structuré et en formant les personnes, on pourra garantir finalement que l'accompagnement est de bonne qualité. Et comme on est pressé, je vais m'arrêter là. Et merci à vous. Merci.